la marque Pascal Millet. C'est une marque jeune, créative, de luxe casual, comme les Américains nous appellent souvent. Et c'est une marque qu'on a décidé de créer en 2008 avec Pascal, je réfléchis, parce qu'on a voulu offrir aux femmes, à travers le monde, les femmes qui aimaient s'habiller naturellement, un peu chic et de façon portable. Alors, chez Pascal Millet, en 2008, j'ai décidé de fonder la société. Donc, je suis le fondateur et l'associé de Pascal. Et on a décidé de se lancer comme ça, sans pratiquement d'aide extérieure. Après, nous avons eu d'autres partenaires qui sont venus s'ajouter à nous. Et quand on est CEO d'une boîte de prêt-à-porter de luxe, qui n'est pas un grand groupe, on est amené à savoir tout faire. C'est-à-dire aussi bien faire du relation publique, que de la logistique, que de l'intendance, que de la gestion, que de la comptabilité, que de la production et du commercial. Donc j'ai été amené à faire tout ça, mais comme je venais déjà du monde de la mode, puisque j'avais travaillé pendant 10 ans avec Pascal chez Carven et que nous avions relancé tous les deux avec nos petits bras la haute couture, ainsi que développer une partie de prêt-à-porter. Donc je connaissais assez bien les rouages de la mode et j'avais déjà un carnet de clientes assez conséquent et un carnet de magasins assez conséquent. Donc chez Pascal Millet, nous avons une équipe de 9 personnes qui gèrent tout et on fait tout ensemble, et ça j'adore parce que c'est un challenge que d'arriver le matin au travail, de recevoir des commandes, de préparer les défilés. Tu vois bien que c'est un énorme travail et qu'on était à la hauteur avec nos défilés. Et je suis sûr que je ne que je ne donnais pas le même montant pour faire les défilés que les grands groupes que tu connais également. Quand on fait une collection, si tu la fais et que tu ne la vends pas, ça ne sert à rien. C'est comme un artiste qui peint chez lui, si malheureusement il ne peut pas le montrer, c'est un peu décevant pour lui. Donc les collections, quand on les faisait avec Pascal, on avait déjà un acquis d'acheteurs dans nos carnets de contacts, et les premiers qui nous ont fait confiance, c'est le groupe Galeries Lafayette. Mais on n'est pas rentré du jour au lendemain en Galeries Lafayette, on a dû faire nos preuves. Donc, et quelles sont les preuves que l'on doit faire? C'est d'abord être en dépôt-vente. Donc au début, il faut bien livrer. C'est-à-dire que ce qu'il commande, il faut vraiment le livrer et bien le produire également. Et si déjà on n'est pas au rendez-vous pour la production et la livraison, on perd toute crédibilité. Donc on a été pendant plusieurs saisons en dépôt-vente aux Galeries Lafayette, et immédiatement le reste du monde regarde ce qui se passe et se dit tiens, s'ils sont là, c'est qu'il y a une certaine valeur, une certaine qualité, et qu'on va regarder une autre saison s'ils sont toujours là. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis rapidement, les Américains qui suivaient déjà notre marque et d'autres marques pour lesquelles Pascal travaillait, se sont dit « Ah, il est toujours là » et ils sont venus à nous petit à petit. Alors ils achètent très peu au début, et puis après ils achètent de plus en plus. Et quand les Américains et les Japonais ont été des clients réguliers, la Chine s'est intéressée à nous. Et la Chine est arrivée, et c'est un autre univers, c'est une autre façon de travailler, mais j'étais très fier également de vendre à Shanghai, à Chengdu, à Beijing, dans des boutiques. Il n'y a pas de plan marketing, il y a un cœur de collection qui est toujours le même pour tous les pays. Par contre, certains pays ou certains continents peuvent dire « Ah, je préfère des robes noires ou des robes rouges » et on fera un effort pour agrémenter les collections. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que chaque continent a ses best-sellers. C'est-à-dire que ce que l'on vend aux États-Unis ne sera pas la même chose que ce que l'on vend en Europe ou en Asie, même s'il y a une base commune, mais on voit que les clientes vivent de façon différente et aiment des vêtements de façon différente. Et ça, c'est surtout intéressant. Mais les plans marketing, c'est vraiment pour les grands groupes. Quand on est une toute petite structure, on ne se permet pas de se lancer dans des plans marketing. C'est impossible.
Déjà bien produire, bien livrer, respecter le client final, c'est vraiment les choses sur lesquelles j'insiste tout le temps, tout le temps. Et bien évidemment, comme la question était comment est-ce qu'on choisit nos agents commerciaux, c'est en rencontrant des gens, en les testant et en regardant aussi leur acquis et leurs histoires dans le monde de la mode. S'il n'y a pas d'autre recette que celle-là. Je considère que le marché asiatique, comme le marché américain, ont toujours été les deux marchés les plus curieux de la mode. Pourquoi? Peut-être parce que la mode, et les gens le savent, est surtout basée en Europe et en France, avec la haute couture. Donc peut-être que les gens font moins attention, mais je sais que les Américains, comme les Asiatiques, ont toujours adoré ce qui se faisait en France et à Paris, plus particulièrement. Alors j'ai eu la chance de visiter et de vendre en Corée du Sud, où il y avait une énorme attente envers les tendances parisiennes. Au Japon, toujours en éveil pour vendre, pour collaborer, pour créer, pour avancer. Hong Kong a toujours été très présent, et la Chine est arrivée et voulait également participer à l'aventure de la mode, et ils sont très à l'écoute, ils vont très vite pour apprendre. Et le marché taïwanais également. Le marché taïwanais est un marché qui est en devenir de plus en plus. Maintenant, comme tout le monde le voit sur la planète, c'est un énorme bouleversement avec le Covid, la Covid. Donc, tous les marchés se sont fermés. Les productions ont souffert et tout est en train de se remettre en place. C'est-à-dire qu'on va peut-être moins consommer fast fashion et qu'on va plutôt aller vers des choses capsules, des choses particulières, c'est-à-dire une dizaine de modèles bien faits, renouvelés régulièrement. Pascal Millet, la marque, veut aller vers ça. Là, on est en train de préparer SS22, Spring Summer 22, et on fait des petites capsules de 7-8 vêtements que l'on développe soit en special order pour certaines clientes et que l'on va produire en petite quantité. Et je suis en relation maintenant avec une usine parce qu'on va relancer le online très ciblé en faisant du limited. Online est devenu important, mais il faut que ce soit un online efficace. Bonne production, bonne livraison et portable. Quand on fait du online, il faut que ce soit belle finition, bon packaging, bonne livraison. Quand on commence une marque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça demande de l'argent, beaucoup d'énergie, de temps, de l'organisation, beaucoup de savoir-faire. Et beaucoup de jeunes, malheureusement, se lancent en croyant qu'ils peuvent faire 10 robes et puis que tout va se passer. C'est faux. Si on n'a pas un background, si on n'a pas un carnet d'adresses, si on n'a pas confiance dans son équipe, on ne peut pas y arriver. Alors même s'il existe des tas de salons à travers le monde, des Fashion Week partout maintenant, les salons ne vous amènent pas les clients. Les salons, ce sont des espaces de location d'espace, justement, où on donne de l'argent. Mais moi, je considère que pour un jeune créateur, il doit absolument bien cibler les salons qu'il fait. Parce que tu peux dépenser beaucoup d'argent pour aller faire un salon et les acheteurs qui viennent ne correspondent pas au niveau de la marque que tu présentes. Parce que si l'acheteur ne vient pas, il n'y a pas de vente et il n'y a pas de deuxième collection. Donc les Fashion Week également. Et d'autre part, je conseillerais moi au début d'investir plus dans les réseaux sociaux et dans la vente en ligne à petites capsules plutôt que de faire des salons à travers le monde. Imagine ce que ça coûte en espace location, en voyage, en transfert, en hôtel et après pour peut-être peu de rendu. Parce que quand on n'est pas un énorme groupe de luxe, on ne peut pas arroser le monde des médias avec des tas d'informations.
Donc le seul moyen pour une petite marque, c'est encore de faire peut-être des digitales, de mettre des informations le plus possible sur les réseaux sociaux. Ça, c'est indispensable aujourd'hui. Quand on regarde Weibo, quand on regarde Line, quand on regarde Instagram, quand on regarde TikTok, Snapchat, toutes ces choses-là, toutes amènent des clients. Ou en tout cas une visibilité, ça c'est évident. Quand j'ai créé Pascal Millet Brand, la marque éponyme, j'avais 140% d'énergie. Je ne savais pas qu'il en faudrait 200. C'est-à-dire que j'ai vécu tous les jours, 24 heures sur 24, pour la marque. Donc, au début, c'est très simple, on fait une collection. Mais il faut savoir que la deuxième collection arrive très vite, mais il faut produire la première, acheter les tissus, produire, livrer, et la deuxième est déjà là. Donc, pour tous les jeunes créateurs, sachez que c'est un engrenage perpétuel qui demande beaucoup de paix de l'esprit pour le créateur, pour pouvoir créer, et beaucoup de logistique et d'organisation. C'est un métier qui est rempli de tableaux. Ce n'est pas qu'un métier de rêve. Monsieur Saint-Laurent disait qu'il n'était pas un artiste, mais un artisan. On fait de l'artisanat, on produit des vêtements, on les vend. Et le vêtement, comme tout le monde le sait, 10 mois après ne vaut plus rien. Donc il est important, quand on est un jeune créateur, de ne pas se monter la tête, de rester humble, de toujours être en observation avec le monde extérieur et de travailler tout le temps. Tout le temps. Et surtout de penser aux clients en bout de chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme conseil à donner, mais pas de conseil artistique, rien. Simplement, sachez que ça prend du temps et de l'énergie.